Rebonjour. Donc sans tarder, on va ouvrir la seconde table ronde qui porte sur le sujet « Vie intime, affective et sexuelle, toutes et tous concernés ». Et à cette table ronde, nous avons la chance d'avoir 3 personnes en situation de handicap qui ont accepté de faire part de leur point de vue, de leur témoignage. Donc ce sont elles qui, à tour de rôle, vont ouvrir la session pour qu'on soit tout de suite dans le réel, dans le concret. Et puis nous avons également des professionnels qui sont là pour apporter des points de vue et aussi exprimer le rôle de ressources que joue la structure au sein de laquelle elle et il travaillent. Donc nous avons Sarah Mathieu, qui est médecin et qui est au service des blessés médulaires au centre de Carpap, et qui est notamment sexologue et copilote du groupe Sexologie à Carpap. Nous avons, que je prenne dans l'ordre, Stéphanie Richard, c'est ça, qui est également à Carpap, investie sur les questions de sexualité, qui est psychologue clinicienne et copilote du groupe Sexo. Nous avons Baptiste Fisch, qui est psychologue clinicien, qui travaille dans une association, mais qui est aussi à l'espace éthique de l'ADAPI 56. C'est bien ça, Baptiste? Et puis, donc, les personnes qui vont s'exprimer en premier, qui sont Lucie, Kevin et François, et qui sont accompagnés par Céline Rousseau, qui n'interviendra pas, mais qui est là pour les aider. Et m'aidez-moi au sens où elle va aider au passage du micro également. Donc pour commencer, si vous voulez bien, Lucie et puis Kevin, vous exprimer sur la vie amoureuse. La vie amoureuse quand on est en situation de handicap, ses joies, ses difficultés. Alors vaste sujet, on pourrait y passer la journée, mais voilà, quelques mots sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui vous paraît important, puis sur ce que vous avez envie de dire. Merci. Je m'appelle Kevin et oui, j'étais en couple avec Lucie et la vie Oui, alors moi je m'appelle Lucie, donc j'étais en couple avec Kevin et ce qu'il essaye de dire, c'est que en fait on s'est rencontrés il y a 7 ans et comme tout le monde, on a décidé de se mettre en couple et d'habiter ensemble. Ça n'a pas été facile, surtout de le faire accepter à la famille. Le fait d'être en couple en situation de handicap et d'avoir une vie intime, ça n'a pas été facile, mais on était... parce que là, pour le coup, on est séparés, mais on a été heureux. On a été heureux durant 7 ans et voilà. Moi, en ce qui me concerne, je regrette rien. et j'ai découvert la sexualité avec Kevin et en fait, ça prouve que même si on est en situation de handicap, on peut avoir une vie intime et sexuelle comme tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et François qui va nous dire quelques mots plus sur le volet de la rencontre, c'est ça? Et notamment oui. des nouveaux outils, nouveaux ou un peu moins nouveaux, mais outils numériques et du rapport que tu peux avoir avec ça, c'est bien ça, non? Oui, c'est ça, oui. Donc bonjour à tous, moi c'est François. Je vis dans le même immeuble que Kevin et Lucie. Et donc moi, pour ma part, je suis célibataire, mais je fais des rencontres sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres. Et la particularité que moi j'ai, c'est que je suis homosexuel.
Donc ça fait un peu un challenge en plus, parce que pour beaucoup de gens, c'est déjà pas évident de concevoir qu'une personne handicapée puisse avoir une vie sexuelle. Mais alors quand en plus la personne est homosexuelle, ça rajoute un challenge, parce que forcément il y a des idées reçues, des appréhensions. Et les rencontres sur les réseaux, c'est assez particulier, parce que c'est souvent des rencontres assez brèves et assez ciblées sur le rapport physique en général. Donc il n'y a pas forcément toujours de place pour les sentiments. Donc c'est c'est pas forcément évident pour construire une vie affective. C'est plus dans l'instantané, dans l'éphémère, quoi. Donc ça peut être frustrant aussi parfois, parce que forcément, quand on a aussi envie, comme tout le monde, d'avoir une vie suivie, une relation suivie, durable, solide. Mais bon, quand on est face à des gens qui ne veulent que du sexe, disons-le clairement, hein, c'est pas forcément évident de construire quelque chose de solide là-dessus. Mais bon, après, quand on sait ce qu'on veut, quand on sait pourquoi on est là, il n'y a pas de souci. Enfin, l'important, c'est de communiquer et de bien dire aux gens ce qu'on veut pas. Parce que le consentement, c'est aussi important quand on est, surtout quand on est en situation de handicap, parce qu'on peut être en situation de faiblesse par rapport au fait que, justement, on peut avoir des gens qui tentent de profiter de notre faiblesse, entre guillemets. Donc, voilà, important de poser des bases et de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et de l'exprimer. Donc voilà, c'est surtout pour dire ça que je voulais prendre la parole aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup, François. De rien. Lucie et Kevin, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez rajouter? C'est bon? Ok. Ben, merci à vous. Donc, premier point, le sexe, on peut en parler, la journée en témoigne, mais votre prise de parole courageuse, publique, simple et sincère ouvre aussi la voie, et ben, ça fait respirer, quoi. On se posait aussi en préparant le sujet, on l'a préparé ensemble, et c'est vraiment à rendre hommage au travail fait par Team Agir, hein, pour qu'il y ait une construction collaborative de l'élaboration. On était tous en visio, c'est mieux de se voir en vrai, mais voilà, tout le monde a pu contribuer à la réflexion. Une des premières questions qu'on se posait, c'était et pourquoi est-ce qu'il est important de rappeler que chacune et chacun a des droits en matière de vie affective, sexuelle, relationnelle et de parentalité. Donc, grande question. Est-ce que parmi les personnes et les professionnels présents, quelqu'un souhaite commencer par s'exprimer? Pourquoi ou comment est-ce qu'il est important de rappeler la question des droits? Bonjour, moi du coup c'est Anaïs de l'association du planning familial 56. À ne pas confondre avec les centres de santé sexuelle, je me permets de le rappeler ici, on a un peu les mêmes missions mais on n'a pas la même identité. Pourquoi il est important de rappeler les droits en matière de santé sexuelle, de vie affective et sexuelle? En fait, c'est les droits fondamentaux accordés à tous les humains. On a un droit à la santé, on a une liberté d'avoir une sexualité, alors on n'a pas un droit, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre des mesures qui pourraient favoriser plus que ça la sexualité de tout un chacun, mais on a une liberté à en avoir une. On est censé aussi avoir tous des droits à avoir une intimité, à circuler, à avoir une vie sociale pour justement rencontrer des gens. Et je pense que la spécificité des personnes vulnérables, c'est que... vous n'hésitez pas à intervenir, hein, mais c'est que leur identité de personnes en situation de handicap est parfois le centre de leur identité et on oublie l'humain et tous les désirs, les envies et les limites. On a parlé des violences tout à l'heure. Donc nous, le planning, on va aussi défendre et lutter contre les violences, mais il ne faut pas oublier que la sexualité et la vie intime, affective, c'est quelque chose de chouette et d'heureux. Et en tout cas, ça peut l'être, ou ça peut être juste quelque chose de plaisant. Et voilà. Merci.
Sur la question des droits, il y avait aussi le sujet de comment est-ce qu'on peut favoriser à la fois la prise de conscience des droits par les personnes concernées et puis celle du consentement. C'est-à-dire, est-ce que effectivement, ça a été évoqué dans la discussion, la table ronde et les interventions précédentes, si les personnes ne savent pas qu'elles ont le droit de dire non, si les personnes, si leur entourage n'est pas au courant de ça ou ne les a pas aidés à s'y sensibiliser, il y a des droits qui existent mais qui ne sont pas appliqués. Donc voilà, la question du consentement, comment favoriser cet accès au consentement, cette expression, cette écoute du consentement. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent dans les institutions, dans l'accompagnement, en matière de formation des professionnels aussi? Qui veut se saisir de la question? Hervé? Oui, bonjour. Donc, Hervé Strika, c'est l'association Promotion Santé Bretagne. Donc, c'est vrai, pour répondre à la question de Thierry, on va beaucoup s'appuyer sur une démarche éducative. Donc, une démarche éducative, c'est développer des connaissances, c'est développer aussi des compétences. Ça peut être soit en démarche individuelle ou bien en démarche collective aussi, par exemple dans des ateliers où les personnes peuvent échanger ensemble aussi. En s'appuyant sur des techniques pédagogiques, des outils pédagogiques qui sont adaptés aux différents types de handicap aussi, puis aux possibilités de compréhension et d'expression. Et avec, on va dire, trois grands axes. Le premier axe, c'est vraiment la connaissance du corps, connaître un peu son corps, ses besoins, ses désirs, ses émotions aussi, connaître comment ça fonctionne, comment on peut les communiquer à l'autre et puis comprendre celles des autres aussi. Ça va s'appuyer aussi sur la relation à l'autre. Donc, un peu ce que vous disiez, dire oui quand on a envie, dire non quand on n'a pas envie, c'est très difficile, ça s'apprend aussi. C'est vraiment une démarche au long cours. Et après, faire place dans la société, donc par rapport à sa famille, à son entourage, peut-être au milieu professionnel aussi, apprendre à trouver sa place. Et tout ça, ça relève vraiment d'une démarche éducative en santé et en santé sexuelle. Je pense que l'apprentissage, ou en tout cas l'acquisition du consentement pour tout un chacun, c'est aussi, souvent on parle du consentement verbal, savoir dire non, repérer le non de l'autre. Et au planning, quand on est du coup dans les interventions handicap avec le programme Handicap et alors, on va aussi travailler avec les gens, comment avec le corps ou avec d'autres signaux on peut dire non ou on peut dire oui. Et du coup, on met un peu en situation, machin, quand il n'aime pas quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Et la personne, elle va faire des mouvements. Et du coup, c'est ça aussi. Et c'est les personnes en situation de handicap, mais c'est aussi les élèves qu'on va voir dans les lycées et dans les collèges. En général, ils ont bien la théorie de oui, c'est que quand on veut, c'est que quand l'autre veut et nous dit oui. Mais en fait, quand on leur pose concrètement la question, ah oui, d'accord. Et du coup, si l'autre, elle ne sait pas, comment on fait? Oui. Et du coup, on en parle avant. Ah non, c'est un peu gênant et tout, on ne va pas en parler avant. Du coup, c'est tout ça, c'est mettre en débat, c'est quoi concrètement le consentement? Je pense que nous-mêmes, on se cherche là-dessus, dans nos propres vies intimes et affectives. Du coup, moi, je pense qu'il n'y a pas de formule magique du consentement. Et surtout, c'est un peu nouveau, je pense, dans la société de parler de ça, dans la sexualité. Du coup, on n'a pas de repères. Quand on demande aux élèves, ah oui, mais vous voyez dans vos films, dans vos séries, des gens qui recueillent le consentement de l'autre avant d'embrasser l'autre ou quoi? Ah bah non, madame, c'est pas du tout stylé et tout. Bon bref. Et alors du coup, il faut tout inventer. On n'a aucune représentation. Donc moi, je pense que le consentement, ça peut devenir un jeu érotique et chouette, quoi. Mais il faut le créer. Et du coup, c'est pareil pour n'importe qui. Je ne sais pas si vous voulez préciser peut-être avec les publics de CARPAP ou... Alors nous, on essaye d'aborder le consentement dans les ateliers thérapeutiques où on aborde la vie intime, affective, sexuelle, et puis on essaye on aborde toujours le côté des violences sexuelles, la vulnérabilité et donc la nécessité de travailler le consentement. Effectivement, le fait que les patients en situation de handicap, c'est souvent, ils sont directement vus comme en situation de handicap et pas la vraie personne derrière avec leurs désirs et leurs non-désirs aussi.
Effectivement, c'est quelque chose qui nous est souvent dit lors de ces ateliers. Et voilà. Et donc là, on essaye de beaucoup aborder la question du consentement, de jamais faire ce dont on n'a pas envie et de pouvoir en discuter. Nous, il y a sûrement plein d'autres solutions, mais nous, on a privilégié celui de la discussion en amont. Effectivement, de la discussion en amont, de discuter de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, en amont des situations. On a aussi évoqué de travailler un petit peu l'affirmation de soi, être capable de s'affirmer, être capable de gagner en confiance et de pouvoir vraiment énoncer tranquillement ce qu'on veut pas. Voilà, c'est des méthodes qu'on privilégie, mais je pense qu'il doit probablement y en avoir beaucoup d'autres. Juste pour ajouter quelque chose sur la question du consentement, alors je vais me la péter un peu, mais avec les équipes auprès desquelles je travaille, il y a un truc systématique, c'est que je les force à écrire. Donc on publie des articles ensemble systématiquement. Et ça me fait écho, puisque le dernier article qu'on a écrit avec un SAVS, c'est sur la question du consentement. Mais du consentement à l'accompagnement. Et parfois, c'est une problématique que les professionnels renvoient, mais comment on travaille au consentement à la sexualité, à la vie affective ? Ce qu'on renvoie, c'est que c'est déjà travailler à ça, le consentement à l'accompagnement, à la prise en charge, à la prise en soin. C'est déjà commencer par ça, puisqu'on est dans le champ du handicap avec des personnes dont l'autonomie dépend, pour certains actes en tout cas de professionnels, c'est déjà travailler à cette modalité relationnelle. C'est comment, en tant que professionnel, j'accepte qu'on me dise non. C'était renvoyé un peu par Madame Baratel, mais c'est dans le même ordre d'idée. C'est déjà une façon de travailler le consentement. C'est est-ce que tu acceptes que je t'aide ou pas ? Et je laisse la place pour une réponse, y compris négative. C'est un petit challenge, quand on est formé pour forcément aider le gens en face. Je veux bien rajouter que du coup, j'ai l'impression, moi j'ai repéré quelques personnes parmi les professionnels qui font ça dans leurs établissements, mais du coup l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, c'est une obligation de la loi pour tout le monde. Il n'y a pas de spécificité pour les personnes en situation de handicap, ce qui est un manque. Nous on pense au planning familial que c'est un manque dans la loi, mais en tout cas cette loi elle n'est pas appliquée largement dans toutes ses définitions. C'est 3 séances par an de scolarité pour tous les élèves, donc de la maternelle à la terminale. Et en fait, dès la maternelle, on peut faire ce que tu disais, Hervé, apprendre à identifier les parties de son corps, à être conscient de ses émotions. Ah oui, quand je ressens ça, en fait, c'est que j'ai pas envie. Voilà. Du coup, c'est une loi qui date de 2001. Ouais, pour poursuivre ce que tu dis, la Haute Autorité de Santé a publié il y a 2 mois, c'est tout récent, des recommandations justement pour une éducation à la vie intime, affective et sexuelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux. C'est un gros document, il fait près de 80 pages, mais avec des recommandations. Et je trouve que c'est un merveilleux outil en fait pour questionner dans sa structure en fait. C'est-à-dire pour qu'il y ait vraiment une démarche, je dirais, favorable à la santé affective sexuelle. Il y a la démarche éducative, on en a parlé, mais il y a aussi l'aménagement des espaces, par exemple. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc c'est aussi permettre à ce qu'il y ait vraiment une vie affective et puis une sexualité qui puisse se vivre. C'est aussi la formation de l'ensemble des professionnels, au moins la sensibilisation. Il faut que tout le monde ait une culture commune en fait autour de ça pour aller dans le même sens et que les personnes ne reçoivent pas des messages qui sont un peu divergents, on va dire. Et puis surtout un soutien de la direction, et c'est que ce soit inscrit dans le projet d'établissement. Donc on peut trouver toutes les recommandations sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et sur les programmes éducatifs, le ministère de l'Éducation nationale a publié en février 2025, aussi c'est récent, un programme national en fait, qui s'appelle EVRAS, c'est Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, dans lequel on va trouver tout un déroulé en fait, de thèmes abordés en fonction des âges, donc de la maternelle jusqu'à la terminale, le lycée pro, et c'est très bien détaillé avec des exemples de fiches pédagogiques. C'est un très bon outil aussi qui est très aidant. Juste un petit mot pour la blague, mais si on n'y fait pas attention, au bout d'un moment, c'est des personnes en situation de handicap qui seront les mieux formées sur ces questions-là par rapport à la population lambda. Donc ça rejoint aussi l'idée qu'il faut qu'on s'y mette ensemble, parce que des professionnels non formés pour eux-mêmes, pour transmettre quelque chose, c'est aussi limitant, quoi. Merci. Si effectivement on approfondit un peu
ce sujet avec comment est-ce que les accompagnants avec les personnes peuvent améliorer leur prise en compte, c'est-à-dire permettre l'expression de la vie affective, relationnelle et sexuelle, permettre qu'elle se fasse dans le respect mutuel. Vous avez commencé à évoquer quelques pistes qui sont une volonté institutionnelle, une volonté politique avec des textes réglementaires, une volonté institutionnelle, la formation. Est-ce qu'on pourrait approfondir un peu ces sujets? Est-ce que, par exemple, l'expérience de CARPAP pourrait nous aider à voir comment ça s'est mis en œuvre de manière concrète, d'où vous partiez et où vous en êtes, et qu'est-ce qui a dû se passer dans la structure pour permettre la prise en compte? Puisqu'ici, il y a besoin de faire des choses, c'est que le sujet n'est pas évident. Donc voilà, comment ça s'est travaillé, réfléchi, discuté, comment ça avance? Donc à CARPAP, avec le docteur Sarah Mathieu, il y a un peu pas loin de 4 ans maintenant, on est parti du constat que la question de la vie intime, affective et relationnelle et sexuelle, elle était traitée de manière un peu isolée et surtout portée par les patients. Voilà, on trouvait effectivement extrêmement dommage, vu l'approche holistique qu'on peut avoir des patients, jusqu'où on va dans l'intimité des personnes, qu'elle soit limitée, et d'accompagner voilà, des gens qui avaient fait le deuil finalement d'une vie intime, de couple ou simplement sexuelle, par manque d'information et de proactivité des professionnels. Ça nous a fait réfléchir à l'idée que c'était pas une question à seulement déléguer sur un seul professionnel, mais l'idée, ça a été de créer une équipe pluridisciplinaire et dispersée dans plusieurs services, parce que CARPAP, c'est un gros établissement. Et donc, on est, voilà, là, vous voyez une grande partie de l'équipe. Il y a donc Sarah qui est médecin et Hélène Le Tallec qui est médecin aussi, mais en pédiatrie. On a également 3 kinés qui sont répartis en services adultes, une infirmière, des aides-soignants, des ergothérapeutes, des éducateurs, et on est 2 psychologues aussi, une de pédiatrie, une des services adultes. Voilà. Et l'idée, c'était que ce discours-là, il se diffuse, il infuse vraiment dans tout l'établissement. Donc, c'est passé par des temps de sensibilisation de nos collègues, des professionnels, voilà, de l'affichage local. Voilà, on a la chance d'avoir aussi des artistes dans nos référents qui ont aussi créé des affiches pour pouvoir interpeller. On a créé un mur aussi sur lequel on diffuse des informations. Et puis, voilà, on est équipé de nos petits badges. Voilà, pour pareil, l'idée, c'est d'engager la conversation voilà, permettre sous ces prétextes-là de se saisir auprès des patients, voilà, des questions, ou en tout cas qu'ils sachent d'emblée, dès le départ de leur séjour, que s'ils le souhaitent, ça peut être une question qui va être abordée comme la question de l'autonomie, de la prise des repas, l'autonomie sur la toilette, la conduite. Ben voilà, la vie affective aussi et sexuelle, elle peut être abordée pour les personnes et leurs proches qui le souhaitent. Et pour ça, on systématise aussi des temps voilà, d'information ouverte au public. Et puis, on va avoir un parcours. Voilà, les référents que vous avez pu voir sur l'arbre tout à l'heure peuvent être invités à rencontrer les patients à la demande de tout professionnel de l'établissement par un système de prescription par rapport à notre logiciel, à rencontrer un intervenant référent qui va balayer une partie des questions voilà, qui tournent surtout d'abord effectivement autour de la réassurance sur la possibilité d'une reprise de sexualité ou de la découverte de la sexualité en fonction voilà, du handicap. Est-ce que c'est un handicap inné ou acquis? Est-ce que la vie sexuelle a pu débuter ou pas? Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire une orientation. Voilà, dans la grande majorité des cas, les entretiens avec les référents vont répondre à 90% des demandes. Et puis, au-delà, voilà, si pour le reste, ben, on peut flécher. On parlait des ateliers d'éducation thérapeutique tout à l'heure, qui sont intégrés pour nous dans le parcours global, notamment chez les médulaires, où ils vont aborder l'élimination, l'alimentation et la sexo comme un autre thème
thème. Et Sarah et moi, on peut faire des consultations spécialisées. Alors moi, plus sur la question de l'accompagnement des couples, et Sarah sur la partie plutôt médicale, mais je vais peut-être te laisser en parler un peu plus. Merci. Donc on a essayé de décliner la prise en charge. C'est vrai, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu quand même un gros temps sur les premières, deuxième années, et on essaye de refaire régulièrement des piqûres de rappel de sensibilisation de l'ensemble des professionnels de CAREPAP. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise pour parler de sexualité, mais l'idée, c'était de pouvoir au moins accueillir la demande et puis pouvoir orienter. Donc, on est 16, donc ce qui est quand même un grand groupe. Donc, voilà, et dans tous les services, donc de pouvoir nous orienter les demandes. Donc, voilà, donc il y a eu un gros temps de sensibilisation dans tous les services de CAREPAP. On peut refaire des petits temps de sensibilisation par service, ou bien soit des conférences. On essaye de faire des animations pour la semaine de la santé sexuelle. On essaye de faire de temps en temps des animations type ciné-débat. Voilà, pas mal d'animations pour que ça infuse toujours, que ça soit toujours que ça soit toujours présent. Pour ce qui est vraiment de ce qu'on propose, donc effectivement, il y a les propositions plus individuelles. Donc, comme Stéphanie l'a dit, les entretiens avec les référents, les consultations, donc plutôt psycho, accompagnement de couple ou médical. Il peut y avoir des prises en charge avec des kinés du groupe ou des ergos du groupe quand c'est par exemple des difficultés d'aide technique ou de positionnement pour la sexualité. Et donc des prises en charge de groupe, donc c'est les ateliers thérapeutiques. On a également essayé de travailler sur tout ce qui était le respect de l'intimité, donc qui est souvent une problématique importante dans les établissements. Donc là aussi, c'était de commencer par sensibiliser les professionnels en expliquant bien que la chambre c'est le lieu privé le lieu privé du patient tant qu'il est pris en charge. Donc c'est de frapper avant d'entrer, d'attendre qu'on nous dise entrer avant d'entrer. Voilà, on a fait également des accroches poignets qui sont dans toutes les infirmeries et qu'on remet à l'arrivée des nouveaux patients, et que un peu comme c'est l'indicateur d'intimité qui est comme un accroche-poignet dans un hôtel, donc on met voilà. Et on a également fait une charte de respect de l'intimité. Ça passe également par la mise en place d'un lieu dédié pour l'intimité, donc qui est notre Handy Lodge. Donc c'est un lieu qui est dans le parc de CAREPAP, mais donc qui est séparé des lieux d'hospitalisation, qui est donc accessible, adapté, que pour les patients de CAREPAP qui n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux parce que c'est pas adapté, accessible, ou qu'il n'y a pas suffisamment d'aide humaine, peuvent aller dans ce lieu. Donc ils peuvent réserver pour quelques heures, à quelques jours. Ça peut être seul ou avec un ou une conjointe. Et donc on a rédigé un protocole pour pouvoir avoir accès à l'Handy Lodge, et on a dans cet Handy Lodge, et en particulier pour les mineurs entre 15 et 18 ans et les majeurs protégés, qui nous a fait beaucoup réfléchir à le fait d'avoir pas le droit, mais la liberté d'une sexualité comme les personnes de même
classe d'âge valide, mais tout en considérant que ce sont des personnes beaucoup plus vulnérables. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place le travail autour du consentement avant le prêt de l'Andy-Lodge, pour que tout ça soit des éléments vraiment discutés. Alors là, on parle du consentement, mais en fait, on a intitulé ça l'heure de prévention. Alors effectivement, le but c'est pas de parler que des risques, et l'objectif d'aller dans l'Andy-Lodge, c'est de pouvoir passer un moment agréable, de plaisir, de partage, seul ou avec quelqu'un en dehors des unités d'hospitalisation. Mais voilà, on a quand même rendu obligatoire d'aborder donc les risques liés aux IST, aux grossesses non désirées et aux violences sexuelles. Et donc c'est dans ce cadre-là que on a, qu'il y a tout un travail sur le consentement, le travail, la capacité de donner son consentement, voilà. Merci bien. J'avais une question complémentaire pour aussi d'autres intervenants, notamment Anaïs Boursier et Hervé Strilka. On n'a pas trop l'habitude, enfin pas tous, de parler de sexualité comme ça avec nos collègues ou avec les publics avec qui on est en contact sur un mode assez ouvert pour que la parole circule librement. Donc, dans votre expérience, comment est-ce qu'on fait en tant que professionnel ou en tant que personne, mais notamment en tant que professionnel, pour se mettre à l'aise avec ces questions-là, pour passer du on n'en parle pas parce que c'est un peu gênant à on sait aborder le sujet et mettre l'autre personne plus à l'aise pour qu'elle puisse exprimer ses besoins et qu'on puisse en discuter avec elle. Je pense que chaque animatrice de prévention, conseillère conjugale et familiale ou éducateur, éducatrice a sa technique. Mais moi, personnellement, j'utilise les mots. Je tourne pas autour du pot. Je vais dire les noms des parties sexuelles. Je vais aussi les prononcer avec les mots que les gens utilisent en face de moi. Au planning familial, on utilise la technique de l'écoute active, l'écoute centrée sur la personne. Du coup, en fait, on se base vraiment sur ce que nous dit la personne en face de nous, on la relance sur des expressions, sur des émotions qu'elle va nous témoigner. Et du coup, quand on utilise ce type d'écoute, on n'a pas besoin de mettre à l'aise la personne, puisque c'est elle qui parle et qui nous dit de quoi elle a besoin, quelles sont ses problématiques. Voilà, c'est une technique d'écoute qui est assez répandue dans le soin. Oui, c'est tout à fait, merci, intéressant sur comment moi je mets à l'aise mon interlocutrice ou mon interlocuteur. Et l'autre volet de la question, c'était, mais partons de l'hypothèse que le ou la professionnelle n'est pas très à l'aise pour aborder les questions de sexualité, parce que dans son parcours personnel, dans sa famille, dans sa formation, c'est peut-être pas ça dont on parlait le plus ou très librement. Donc comment est-ce qu'on aide les professionnels à se mettre à l'aise avec ces questions-là pour qu'ils puissent mettre ensuite leur interlocuteur à l'aise ou pour que ça puisse se parler en équipe? Je pense à la question de la formation, mais voilà. Oui, du coup, oui, je pense qu'il faut se former. Et un des premiers aspects quand on fait de la formation auprès des professionnels, des institutions, mais aussi des familles, des proches, des aidants, c'est de faire un travail sur les représentations des sexualités, de l'intimité. Parce qu'on va tous projeter nos propres représentations. Et je pense notamment aux familles et aux aidants. Du coup, on leur demande d'imaginer que des personnes qui sont plus ou moins dépendantes d'eux, qui ont été potentiellement leur enfant, enfin qui est encore leur enfant, puissent avoir une sexualité, une vie intime, une vie amoureuse. Et je pense que c'est pas facile, ça. Comme le témoignait François, on part du principe que les gens vont avoir une hétérosexualité. Donc c'est tout ça qu'il faut déconstruire, en fait. Comme le reste de la population, les personnes en situation de handicap peuvent être homosexuelles, peuvent être transgenres, peuvent avoir des désirs qui sortent de la norme bien pensante, je ne sais pas comment dire, mais voilà. Un premier volet, c'est parler des représentations. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est tellement bien dit qu'il n'y a rien à rajouter. Si, peut-être identifier les freins aussi. Parce que les freins, ils sont liés aussi à nos représentations, à notre histoire, hein. Donc, je dirais toutes et tous, on a des freins, les familles aussi, surtout les familles, je pense. Et les identifier, ça permet aussi de repérer quels sont les leviers pour les dépasser. Donc, on va travailler beaucoup aussi sur les bénéfices à faire de l'éducation à la vie affective et sexuelle avec les personnes. C'est jamais pour les personnes, mais avec elles.
En formation, on va travailler quand même les différentes composantes de l'amour, de la sexualité, hein, que ce soit au niveau biologique, au niveau relationnel. Connaître quand même un minimum le cadre légal aussi, je pense que c'est aussi la base. C'est être à l'aise aussi avec toutes les notions d'orientation sexuelle, d'identité sexuelle, de genre, de plaisir, de désir aussi. Donc tout ça, il faut en parler à travers des animations pédagogiques. Ce matin, on parlait du dessin. Je trouve que le dessin, il est aussi approprié dans la démarche de formation. C'est aussi identifier les différentes modalités pour accompagner les publics. Donc ça peut être dans une démarche individuelle ou thérapeutique. Ça peut être dans une démarche collective aussi. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, tout le monde ne va pas forcément intégrer des groupes. Tout le monde n'est pas à l'aise non plus dans un groupe. Donc c'est identifier ça. On est dans la démarche éducative, dans le développement des compétences des publics. Donc ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir sur la posture en fait, d'accompagnement qui soit favorable au développement de ces compétences. Donc c'est à travers des mises en situation, hein, des séquences d'animation qu'on va faire tous ensemble pour développer tout ça. Et puis après, il y a vraiment la connaissance des techniques d'animation, des outils pédagogiques qui sont adaptés. En ce moment, il y a beaucoup de sites internet aussi qui sont pédagogiques, qui se créent. Notamment, j'en ai découvert un il n'y a pas très longtemps sur trisomie 21 et parentalité, qui est très riche, qui est fait avec les publics. Et, enfin, vraiment, c'est des sources d'informations qui sont géniales. Et puis aussi, connaître les réseaux locaux autour de nous, hein, les différents professionnels qui, voilà, on n'est pas compétent en tout. Il y a des moments, c'est bien aussi de faire intervenir les collègues. Donc, connaître tout ce réseau et pouvoir orienter aussi les publics vers ces réseaux. Donc, tout ça, ça va faire partie de la démarche de formation. Merci, et ça fait la transition avec un autre sujet important. Et oui, c'est frustrant comme exercice. On est nombreux, il y a peu de temps, et il est très important que la salle puisse ensuite, vous, participantes et participants, faire part de remarques et de questions, donc on gardera un temps pour ça. La question alors, parentalité, désir d'enfant, grossesse prévue ou imprévue, donc ça interroge tout le monde, mais effectivement, dans les situations de handicap, il y a un ensemble d'autres questions, éventuellement de difficultés, et puis de représentations sociales qui peuvent survenir. Donc, qui veut s'exprimer sur ce sujet-là? Je sais que, Baptiste, vous avez contribué ou animé une réflexion au sein de l'espace éthique, et puis, mais ça pourrait être partagé plus largement. Merci. Ça marche. Oui, alors donc je suis coordinateur d'un espace éthique. J'explique vite fait ce que c'est, parce que c'est peut-être pas évident non plus pour tout le monde. Un espace éthique, c'est un endroit où on se rassemble à plusieurs pour réfléchir sur des situations difficiles et pour lesquelles on n'a pas de solution évidente. Dans le quotidien de l'accompagnement, c'est pas là où on réfléchit le mieux, hein. Dans le quotidien de l'accompagnement, on accompagne. Sauf qu'il faut des moments aussi pour pouvoir se poser, prendre un peu de distance, d'où l'intérêt des formations, hein. C'est aussi des moments où on prend de la distance pour pouvoir mieux revenir sur le terrain. L'espace éthique que j'anime, donc c'est l'ADAPI 56 qui l'a mis en place en 2018. Alors il n'y a pas que l'ADAPI 56, parce que depuis on a invité les copains aussi, donc d'autres associations, gestionnaires d'établissements, gestionnaires de services médico-sociaux, notamment les RDBLEC, le CRP de Billiers, PSMS Arster à Pontivy, le PSM Saint-Avé aussi, l'APF. Donc voilà, des correspondants éthiques, on appelle ça, donc des professionnels qui sont intéressés pour réfléchir ensemble. Dernièrement, enfin il n'y a pas si longtemps, on a été saisi par une équipe justement, une équipe de SAVS, autour d'une situation où une personne, au fur et à mesure de l'accompagnement, l'équipe avait compris qu'il y avait un désir d'enfant. Alors c'était pas évident d'emblée, hein, la personne n'a pas dit tiens je veux un enfant, allons-y, accompagnons. Dans les faits, ça s'est plutôt passé par des prises de rendez-vous de la personne auprès de son gynécologue pour arrêter tout moyen de contraception, pour le coup. Voilà. Au niveau de l'équipe, ça a été compliqué puisque, entre guillemets, elle n'a pas été consultée, donc ils n'ont pas pu aussi accompagner cette démarche. Et la personne supposée en situation de handicap intellectuel, du coup, le risque, c'était de se dire peut-être elle n'a pas bien compris les conséquences. Y compris au niveau de professionnel, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire qu'on est bien missionné pour accompagner des personnes en situation de handicap. Le handicap prend de la place, c'est la même chose qui se passe avec les familles. Le risque, c'est qu'ils prennent toute la place. Et on ne regarde plus que du côté du stigmate, handicap, et on oublie qu'il y a une personne derrière. C'était bien dit au niveau de la sexualité des parents qui voient leur enfant grandir.
mais pas dans toutes ses dimensions. Imaginez que mon enfant peut avoir une sexualité. Alors, c'est pas évident pour les parents lambda. Moi, je viens de rencontrer le petit copain de ma fille hier. Je vous assure que je dérouille. Donc, en situation de handicap, comme en plus il y a ce stigmate qui bouche la vue quoi qu'il arrive, j'imagine combien ça doit être compliqué pour les familles de le prendre en compte. D'où l'importance aussi des formations partagées, justement pour avancer ensemble. Et je ne parle même pas encore de parentalité. Parentalité, il y a un autre niveau, et c'est ce qui apparaissait dans cette saisine, c'est-à-dire que la madame, en l'occurrence, était connue par le service pour avoir des difficultés, voire une impossibilité à dire non dans ses relations. Donc elle était vue comme quelqu'un de très vulnérable et incapable de se protéger. Alors l'imaginer en capacité de protéger un enfant, bon, clairement au niveau de l'équipe médico-sociale, on se dit pas possible. Quand il y a un stigmate de handicap, c'est compliqué de voir quelqu'un s'imaginer qu'il puisse devenir parent. Et là je renvoie aussi aux familles, mais de manière générale. Prenez un enfant qui a des troubles du comportement. Il met une calotte à sa poupée. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous laisse réfléchir. Prenez un enfant dit lambda, pas stigmatisé, il fout une calotte à sa poupée. On lui dit « Oh, bah, j'espère que tu ne feras pas ça avec tes enfants. » L'enfant en situation de handicap, il va se prendre des séances de psychothérapie supplémentaires, peut-être un traitement, mais jamais on va l'imaginer dans une relation à un futur enfant. Je le fais à la hache, c'est exprès, c'est pour pousser. Mais n'empêche qu'il y a cette idée-là, c'est qu'un enfant en situation de handicap, très compliqué de l'imaginer en tant que futur parent. On a du mal à imaginer son avenir, alors s'occuper d'un autre enfant, entre guillemets, on voit bien que c'est compliqué. Là, dans la situation, c'était aussi ce qui se tramait derrière. Puisque la personne avait du mal à s'occuper d'elle-même, on voyait mal comment elle pouvait s'occuper de quelqu'un. Au niveau de l'instance éthique, donc on s'est réunis, on a réfléchi, et on a fait une proposition de programme, entre guillemets, à l'équipe qui avait fait la demande. Le premier point, c'était de repartir du fait que être parent, on va dire que c'est un droit. N'importe qui a le droit d'accéder à la parentalité. Point, on pose, voilà. Donc, déjà, on va s'économiser une question qui nous met dedans en tant que professionnels. Souvent, c'est « mais pourquoi ?» Déjà, en tant que parent, moi je suis parent, donc je vous ai dit, je vois bien que élever un enfant, bon, c'est pas si simple. Les raisons pour lesquelles j'ai fait un enfant, je me les garde. Mais si j'interroge chacun d'entre vous sur pourquoi vous avez fait des enfants, bon, ça va être varié, ça va être variable, on ne saura pas. En tout cas, il y a des choses que les autres vont raconter, on va se dire « ouh, c'est moche ». Ouais, je reste sur le programme. Donc voilà, de passer du pourquoi au comment. Ça, c'est une autre des recommandations qu'on a fait, c'est-à-dire comment tu veux être parent plutôt de pourquoi tu veux être parent. Et ça, dans tout accompagnement, tous les domaines, c'est important, il nous semble, en tout cas, dans un espace de réflexion éthique, d'arrêter avec les pourquoi et d'aller sur le comment. C'est comment être parent. Autre recommandation, c'est de repartir des droits de l'enfant et des besoins de l'enfant, de quoi un enfant a besoin, et de pouvoir explorer avec cette maman, qui en plus, cette future maman, qui n'était pas toute seule, puisqu'en fait, il y avait un monsieur dans l'affaire aussi. Et donc ça, pour le coup, l'équipe ne le prenait pas forcément en compte. Donc on leur a dit, a priori, madame n'est pas toute seule dans l'affaire. En l'occurrence, elle n'était pas toute seule. Et en plus, il y a de l'entourage. Donc à un moment donné, c'est comment on associe aussi l'entourage dans cette réflexion. Parce qu'un enfant, on le porte à plusieurs, de toute façon. Pas tout seul. Jamais tout seul. Donc, c'est identifier le plusieurs. Dernier aspect qu'on a renvoyé à l'équipe médico-sociale aussi, c'est, on était à peu près sûr de notre coup, au niveau de votre service, c'est sûr qu'il y a des parents déjà en situation de handicap, donc qui ont déjà une expérience de parentalité. Donc à un moment donné, en tant que professionnel, on a des limites, on ne peut pas tout savoir. Par contre, de créer des groupes d'entraide, des groupes de pérédance même, on pourrait dire, autour de la parentalité, ça aurait du sens. Parce que être parent en situation de handicap, c'est une expérience rare. Reste rare quand même. Donc, la partager, nous, en tant que professionnels, s'imaginer tout ce qu'il y a derrière, bon, on est bien en peine. Mais de pouvoir, par contre, puisqu'on a cette limite de ne pas connaître cette expérience rare, de comment on organise les choses pour que les personnes, par contre, puissent emmagasiner l'expérience des autres. Et ça, c'est notre responsabilité de professionnel. De la même façon, oui, il faut qu'on soit tous formés sur ces questions-là. Mais pas forcément pour accompagner, aussi pour pouvoir dire, moi, je ne vais pas y arriver. Mais alors du coup, j'oriente vers qui ? Une fois qu'on a identifié sa limite, c'est quel partenaire on va chercher pour pouvoir accompagner toutes ces dimensions, en fait. À la fois dans ce que je peux faire et dans ce que je ne peux pas faire, d'être au clair là-dessus. Et ça, une formation, c'est nécessaire pour savoir ça. Merci beaucoup. Et une prise de parole de Lucie. Oui.
Ce sera la dernière prise de parole à la table ronde et ensuite on vous invitera, si vous le souhaitez, à faire part de questions, de remarques pour échanger avec les intervenants. Il nous restera un petit quart d'heure. Lucie. Alors en fait, je voulais aussi revenir sur la question de la parentalité parce que dans notre couple, ça a été une question qui sera toujours un regret pour ma part. Mais on a décidé de ne pas avoir d'enfants parce que moi, en l'occurrence, je veux des enfants, mais je ne fais pas d'enfants pour qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe à ma place. Et on s'est rendu compte qu'on aurait besoin de quelqu'un quasiment 24 heures sur 24. Et on n'avait pas envie de ça. On avait envie de vivre notre vie de couple sans personne 24 heures sur 24. Et puis, on a aussi pensé à l'enfant après. Et faire des enfants, c'est facile. Techniquement parlant, c'est peut-être facile. Mais après, il faut penser à sa vie, à lui. Et voilà, j'aurais toujours le regret de ne pas avoir d'enfant, mais je ne fais pas d'enfant pour le rendre malheureux. Voilà. Qui se lance pour une question, une remarque, un témoignage? Pas facile de commencer. Hein. Enfin, après ce qu'on a entendu, on peut se dire, voilà. Bonjour, Florence Arnois, psychologue au Point Santé au CCAS à Lorient. Alors, on parle beaucoup là du handicap, sexualité et handicap. Est-ce que vous savez s'il existe les mêmes travaux de réflexion, les mêmes services en ce qui concerne le handicap psychique? Parce que dans ma pratique, ces questions-là se sont plus posées autour du handicap psychique. Oui, les formations, par exemple, qu'on propose, elles sont directement en lien avec le handicap psychique et la déficience intellectuelle. Donc, les outils, par exemple, qui sont proposés, enfin, pas seulement par Promotion Santé Bretagne, mais par vraiment l'ensemble des intervenants, répondent aussi à ces préoccupations. Du coup, moi, je l'ai évoqué quelques fois, mais au niveau national, le planning familial a développé le programme Handicap et alors. Et c'est principalement à destination des personnes qui vivent en foyer, en établissement, donc plutôt handicap psychique. Et dans ce programme, il y a à la fois le volet groupe de parole avec les personnes concernées. Du coup, c'est au moins 7 séances. Mais il y a aussi donc, formation des professionnels et des proches. Voilà. Du coup, on peut saisir qu'un des volets ou tous, mais du coup, c'est possible. Il y a le service Cap Parents qui doit être dans la salle sur la question du désir d'enfant et de parentalité. Là, j'en vois une là-bas qui peut répondre à une partie de la question, du coup. Bonjour. Donc effectivement, on est là au complet, l'équipe de Cap Parents. Donc on est 4 personnes. Déjà, merci d'abord pour vos interventions et puis pour les témoignages. On n'a pas pris la parole tout de suite parce qu'on avait besoin de redescendre en émotion avant de pouvoir répondre aux questions concernant la parentalité et le handicap. Donc déjà, ne serait-ce que pour dire qu'on existe, que Cap Parents, c'est un service d'accompagnement à la parentalité et à la périnatalité qui peut accompagner les personnes en situation de handicap, du désir d'enfant, donc c'est très large comme spectre, jusqu'aux 18 ans de l'enfant et quel que soit le handicap. Donc effectivement, aussi bien moteur que psychique, que sensoriel. Voilà, donc l'équipe animera cet après-midi des ateliers pour aller un petit peu plus loin sur ces questions-là. Mais effectivement,
effectivement, c'est des questions qu'on va se poser avec vous sur le désir d'enfant, le droit d'avoir un enfant. Ça, c'est écrit dans la loi. Donc, de toute façon, la question, la limite, elle se pose plus. Par contre, voilà, comment on accompagne sans être intrusif, comment on accompagne à répondre à l'ensemble des besoins de l'enfant, parce qu'effectivement, c'est un droit, certes, d'avoir des enfants, mais on a le devoir aussi de répondre à ses besoins. Donc, comment on peut accompagner à répondre à ses besoins si la personne toute seule, elle peut pas le faire, c'est mettre en place des soutiens. Comment on accompagne aux parentalités au pluriel, parce qu'effectivement, être parent, on peut être parent de plein de façons différentes, et qu'on peut être parent à temps plein, on peut être parent avec de l'aide, on peut être parent entre guillemets à temps partiel, parce que l'enfant va être pris en charge ailleurs, mais ça n'empêche pas qu'on reste parent. Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles on essaye de répondre modestement et au fur et à mesure de notre évolution, puisque on est un petit peu tout neuf, nous aussi. On n'existe que depuis septembre 2024. Voilà, je ne sais pas si ça répond déjà un peu en partie, mais... Merci. Une autre prise de parole au centre de la salle. Oui, bonjour. Donc Sylvie, je suis infirmière avec mes 2 collègues à côté de moi, Élodie qui est ergothérapeute, Valérie infirmière. On travaille sur le PSM Charcot, donc qui est situé à Caudan, et on fait partie d'un nouveau service réseau Réhab qui s'est mis en place dont le but est d'accompagner les personnes dans leurs projets. On fait des entretiens d'évaluation et d'orientation. Et dans ce cadre-là, on est en train de construire un ETP sur la vie intime, affective et sexuelle. Pardon, ETP, EPSM. Éducation thérapeutique du patient. Voilà. Oui, le PSM Charcot. Je sais pas si... Voilà. Donc, c'est pour des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Donc, voilà. C'était un peu pour répondre par rapport à la question. Voilà, c'est en cours de construction et donc pour orienter les personnes, il faut que les personnes aient un suivi psychiatrique, que ce soit libéral. Pas pour le TP, non, excuse-moi. Je mélange avec d'autres programmes qu'on a aussi. Donc, logiquement, ce programme devrait être en place pour cet été. Voilà. Merci. Je veux bien juste rajouter un truc, parce que là, on parle des handicaps qui ont été visibilisés, parce que peut-être très invalidants, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il y a aussi plein de gens qui sont parents et qui ont des handicaps invisibles. Je crois que l'ALH, elle concerne vraiment, c'est ça, l'aide de la sécurité sociale. L'AAH, pardon, elle concerne beaucoup de gens et dont beaucoup de handicaps invisibles, donc de maladies chroniques ou de malvoyance, surdité qui ne sont pas détectables. Et voilà, et du coup, on parle aussi d'eux quand on parle de handicap. Merci. Une autre remarque, question, témoignage? Je souhaite rebondir sur l'handicap invisible et les préconçus des professionnels. J'ai été longtemps responsable de Épilepsie France Pôle 72 et j'ai monté un ETP accès aux soins. C'est pas sur cet aspect-là que j'interviens. ETP. Éducation thérapeutique. Donc je suis ravie de savoir que ça existe aussi sur la vie sexuelle. Je reviens là-dessus dans le sens où j'ai été interpellée à la fois au niveau professionnel et personnel sur cet aspect accès à la parentalité et handicap invisible. J'ai eu une première fois une adhérente qui m'a appelée en me disant mon mari n'est pas là, je fais des crises, on a des problèmes de couple, il faudrait que vous veniez m'aider parce que je ne me sens pas capable de gérer mon enfant avec mon épilepsie. Donc ça, c'était une première alerte. Une deuxième, c'était un parent qui... séparation de couple, ça arrive à tout le monde. La maman avait fait... une demande auprès du juge des affaires familiales pour que le papa n'ait pas accès à son enfant parce que du fait de son épilepsie, il n'allait pas bien changer son enfant et pas bien s'en occuper. Ça posait aussi ce problème du droit à la parentalité. Et du coup, cet enfant a dû être vu en présence de la famille. Le papa n'avait pas accès à son enfant directement, l'épilepsie étant mis en avant. Troisième exemple, il se trouve que je suis aussi éducateur spécialisé et intervenante familiale à l'époque au sein d'un service éducatif renforcé. Et donc, je m'occupais des visites liées à la parentalité et aux admissions.
Il a aussi interpellé sur une enquête sociale qui indiquait que la grand-mère avait indiqué que madame avait de l'épilepsie et que donc il fallait absolument que les visites soient médiatisées. Voilà, juste des petits tips comme ça, mais qui viennent dire qu'effectivement la parentalité, dès qu'on a un handicap visible ou invisible, on vient interroger la capacité de la personne à être parent. Et voilà, donc je suis à la fois sensible, à la fois professionnellement, personnellement, sur cette question. Et je tenais aussi à remercier le témoignage de madame. Il y a 20 ans, j'étais venue à une conférence sur vie, sexualité et handicap. Et à l'époque, se posait la question, donc il y avait des parents, des professionnels et des personnes en situation de handicap, comme ici. C'était très novateur à l'époque, c'était l'ADAPI qui avait mis au point cette rencontre avec toutes. Et à la fin de l'entretien, cette dame était venue témoigner de sa souffrance de ne pas pouvoir être mère, parce qu'en plus, elle avait été empêchée d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'avant sa majorité, elle avait subi une ligature des trompes décidée par sa famille. Voilà, donc je me dis que quelque part, le droit d'être parent est maintenant un peu plus préservé. Il reste encore à faire évoluer les sociétés et les accompagnements adaptés. Je vous remercie. Merci. Tout là-bas. Beaucoup de marches. Hein. Et ce sera malheureusement le dernier temps de questions ou de questions-réponses. Moi, je voulais en parler parce que je viens d'avoir je travaille en ESAT dans un institut pour personnes handicapées mentales. Et j'ai été, moi, par contre, très bien suivie par l'infirmière et ma psychologue que j'ai ici actuellement. Et là, actuellement, je suis suivie par la PMI et les TSF pour m'aider un peu avec mon fils de 4 ans maintenant qui c'est vraiment pas drôle, Jeanne, s'il te plaît. Oh, il y a 2 gamins dans la salle, là, ça m'énerve. Allez-y, continuez. Et c'est pas tous les jours facile, quoi, d'être parent tous les jours, quoi, parce que entre la vie au travail et après s'en occuper, c'est pas toujours facile, quoi. Donc, des fois, on peut remercier les professionnels pour aider, nous aider, nous, dans nos vies de parents, quoi. Merci. On va devoir conclure cette table ronde. Merci beaucoup pour les témoignages qui nous ont tout de suite mis dans le réel pour vos interventions, puis pour le fait d'accepter de témoigner comme ça en public à visage découvert. C'est pas facile, c'est stressant. En même temps, vous l'avez fait, ça a vraiment donné un ton fort. Et puis merci à nos intervenantes et intervenants pour l'apport des points de vue, des réflexions et d'expériences qui montrent que les choses sont en chemin, en voie, et que la réflexion est possible, et la prise en compte et l'amélioration de la situation aussi. Merci beaucoup. Et des mots.